Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de découverte des livres qui comptent dans l'univers de la sécurité. Aussi bien des auteurs de romans, de biographies et d'études sont nos invités dans Security Book. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un expert en sécurité. Guillaume Fard, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Déjà, félicitations pour avoir reçu en février l'insigne du Chevalier de l'Ordre national du Mérite. Merci. On voit Merci sur beaucoup. votre veste. Je le porte, oui, effectivement. Exactement, on est très honorés de vous avoir ici. Et on a également le plaisir de vous recevoir régulièrement sur News Sécurité pour vos expertises quand BFM nous laisse un petit peu de temps parce que vous êtes... C'est vrai que je suis assez pris par BFM TV. Oui. Exactement. Et aujourd'hui, je vous reçois pour ce livre, La lutte antiterroriste, écrit avec Bernard Cazeneuve, ex-ministre de l'Intérieur et ex-premier ministre. Déjà, comment s'est fait la rencontre avec Bernard Cazeneuve ? Alors en fait, on se connaît depuis très très longtemps. Ouais. Enfin, très très longtemps, veut dire plus d'une dizaine d'années, même une quinzaine d'années. Quand je l'ai connu pour la première fois, il était député de la Manche. Et à l'époque, il travaillait à la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée. Ouais. Et il était notamment en charge de la mission d'exécution et de contrôle du budget de la Défense. D'accord. Et moi, j'étais en thèse. J'étais doctorant et je travaillais sur l'analyse de partenariats publics-privés, dont celui de Ballard, qui depuis... a vu le jour et les armées sont maintenant embarquées dans ce grand partenariat public-privé. Et donc j'allais le voir parce qu'il avait déjà des analyses qui étaient très précises, très rigoureuses, notamment en matière budgétaire, qui est un sujet quand même éminemment technique. Et donc on s'est connus à ce moment-là. Après, nécessairement, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, j'ai un peu perdu de vue. Et en 2017, quand il a quitté Matignon, il a souhaité enseigner et faire partager son expérience, notamment aux étudiants. Et il est venu enseigner à Sciences Po, et comme à cette époque, moi j'étais conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, on m'a demandé de travailler avec lui, de l'aider dans la préparation de ses cours. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'a démarré une aventure qui a maintenant 6 ans, parce que 2017 c'était il y a 6 ans. Et donc je l'ai aidé à préparer ce cours. Et ce cours, avec les années, a évolué puis est devenu un livre. Et donc quand il a souhaité publier ce livre, il m'a proposé de travailler avec lui, de le co-signer. Et puis c'est un honneur de co-signer avec une personnalité comme lui. Et donc c'est comme ça que s'est fait ce livre. D'où ce livre écrit à 4 mains, donc, sur la lutte antiterroriste. Alors, d'après le Larousse, le terrorisme, c'est un ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Ça répond plutôt bien, en résumé, à ce que vous développez dans ce livre ? Alors, ça répond bien. Après, nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de définition objective du terrorisme. Parce que si on prend celle du Code pénal, qui liste toute une série d'actions, alors une entreprise individuelle ou collective visant à troubler complètement l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur, nous dit le Code pénal. Et en fait, ça veut donc dire que celui qui est terroriste, c'est celui qui terrorise. Et en fait, on tourne un peu en rond, ce qu'on appelle une définition tautologique, c'est-à-dire elle tourne sur elle-même, parce qu'au fond, c'est quoi le terrorisme ? C'est celui qui est désigné comme tel, c'est-à-dire que selon le point de vue où vous passez, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ou les nazis étaient chacun taxés de terroristes par le camp d'en face. Et où on voit bien que dans d'autres situations, entre Israéliens et Palestiniens, tout le monde s'accuse mutuellement d'actes terroristes. Et en fait, c'est parce que c'est une catégorie politique, le terrorisme. C'est-à-dire qu'on va prendre des infractions pénales qui existent déjà, enfin, le meurtre, le recours à l'explosif, la violence, et on va leur donner un petit plus. C'est-à-dire, on va dire, mais ça, c'est un assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Ça, c'est de la violence, mais en lien avec une entreprise terroriste. Ça, c'est une association de malfaiteurs, mais en lien avec une entreprise terroriste. Parce qu'en réalité, ça répond à une catégorie politique, et en fait, c'est un souhait d'anathémisation de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, on jette l'anathème sur un adversaire un peu particulier en disant « mais lui, c'est un adversaire, mais il y a une dimension symbolique supplémentaire et ça en fait un terroriste. » Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition consensuelle du terrorisme. Alors, si on fait un tout petit peu d'histoire, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites en entame de cet ouvrage, quand est-ce que, si on résume, quand est-ce que peut remonter véritablement l'origine du terrorisme en France ? En France, probablement la Révolution française. Alors, à la Révolution française, c'est intéressant parce que le mot « terreur » désigne une violence, mais une violence de l'État contre la population. C'était notamment la grande période du Comité de salut public, sous Robespierre. Et en fait, on terrorisait, mais la population. C'était ça, la terreur. Et à partir du 19e siècle,
on inverse. Et donc la terreur, celui qui terrorise, c'est pas tellement la violence de l'État contre des citoyens, mais c'est une partie des citoyens qui décident de se retourner contre l'État. C'est là où on a une bascule qu'on appelle une bascule sémantique. En fait, on change la signification du mot terreur, terrorisme, et c'est les grandes périodes anarchistes où, en fait, au nom d'idées politiques, on s'en prend aux institutions ou à ceux qui les représentent. C'est comme ça qu'on a des assassinats de présidents. En France, on a eu des assassinats de présidents de la République, le président Sadi Carnot, par exemple, ou alors que, ailleurs en Europe ou dans le monde, on a assassiné des chefs d'État, on a assassiné un tsar russe, par exemple. Donc il y a cette idée que pour faire avancer des idées, il faudrait parfois avoir recours à de la violence extrême. Et c'est ça qui finalement va nourrir, à partir de la fin du 19e siècle, puis tout au long du 20e siècle, la définition du terrorisme un peu plus moderne, on va dire. Alors, ça nous permet effectivement, cette entame de livre, de remonter au fur et à mesure dans l'histoire pour voir comment se diversifie finalement le terrorisme en France. Le deuxième chapitre est consacré au djihadisme. Oui. Est-ce qu'il est aujourd'hui le seul vrai visage du terrorisme en France, ou est-ce qu'on peut considérer que l'extrémisme de droite et de gauche en font partie aussi ? En fait, comme vous le dites très justement, le terrorisme ne se résume pas au djihadisme. Le djihadisme est une forme de terrorisme, mais n'est pas tout le terrorisme. Bien sûr. Il y a eu du terrorisme avant le djihadisme et il y a du terrorisme après le djihadisme. Avant le djihadisme, on a déjà du terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche en France. Terrorisme d'extrême droite, on a connu celui de l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui s'en est pris au général de Gaulle en personne, mais pas que, qui a organisé quand même des attentats en métropole, à Paris notamment, et l'attentat du Petit Clamart contre la personne du général de Gaulle, qui était déjà président de la République. Et puis, on a eu aussi le terrorisme d'extrême droite, un groupe qui s'est fait appeler le groupe Charles Martel. On voit bien pourquoi, symboliquement, Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers à l'époque médiévale, et donc il y a cette symbolique-là. Et ce groupe Charles Martel organise des attentats pour frapper notamment la communauté algérienne en France. Mais le terrorisme d'extrême gauche, il y en a aussi avant le djihadisme, c'est celui d'Action Directe. Action Directe qui organise des attentats ciblés, l'ingénieur général Audran, Georges Besse, le président de la Régie Renault, comme on disait à l'époque, qui est assassiné violemment en bas de son domicile. Il faudra attendre quand même que le RAID aille arrêter les principaux leaders d'Action Directe. C'était du temps où Ange Mancini commandait le RAID. Et donc, il y a une dizaine d'années pendant lesquelles Action Directe va commettre des attentats au nom d'une idéologie marxiste. Donc, il y a un terrorisme qui est un terrorisme d'extrême droite, un terrorisme d'extrême gauche, avant le djihadisme. Puisque le djihadisme, au fond, on le découvre avec les attentats du 11 septembre 2001, mais la particularité française, c'est qu'entre l'attentat de Port-Royal, qui a lieu le 3 décembre 1996, et les attentats que commet Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en mars 2012, il y a 16 années pendant lesquelles personne ne meurt dans un attentat terroriste meurtrier djihadiste en France. Et c'est seulement à partir de 2012 qu'on découvre le djihadisme, et puis on a une vague d'attentats qui démarre et qui n'est pas véritablement refermée, donc le djihadisme existe toujours comme menace, et on a toujours en France un terrorisme d'extrême gauche, un terrorisme d'extrême droite, qui est surveillé par les services de renseignement, évidemment. Alors, dans votre avant-propos, vous dites que la délinquance ordinaire est l'antichambre du terrorisme. Elle peut l'être. Elle peut l'être. C'était le cas de Mohamed Merah. Si on prend le cas particulier de Mohamed Merah, en mars 2012, quand il commet ses attentats à Toulouse et à Montauban, il a un passé qui est un passé de délinquant. Il a fait plusieurs séjours en détention, et c'est notamment en détention qu'il va être sensibilisé à l'idéologie djihadiste, et puis ensuite il va rencontrer sur sa route des prédicateurs, notamment il sera lié à ce qu'on a appelé la filière d'Artigat, dans le sud-ouest, en Ariège, et après il va entamer ses voyages en zone afghano-pakistanaise. Mais tout ce parcours-là, il y a un point de départ originel qui est un parcours de délinquant. Et c'est ce que montrent d'autres chercheurs, je pense notamment à Hugo Micheron, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur la porosité qu'il peut y avoir entre le milieu carcéral et le djihadisme. Donc il existe d'autres cas de figure qui, au départ, sont juste des délinquants et qui prolongent... Les frères Kouachi, par exemple, auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, notamment. Alors, justement, à ce propos, est-ce que l'État et la justice française sont assez sévères pour sanctionner la délinquance ? On a l'impression que cette délinquance est de plus en plus présente et de plus en plus agressive. Oui, mais si on le relie un instant au terrorisme, les infractions terroristes sont très sévèrement punies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laxisme en matière de terrorisme. Par exemple, prenez le cas de cet homme qui, en 2017, a agressé avec un marteau des policiers sur le parvis de l'église Notre-Dame. C'était un attentat.
C'est un attentat djihadiste. Donc, c'est un homme qui était radicalisé et qui décide de s'en prendre violemment avec un marteau à des policiers. Fort heureusement, il ne les blesse pas grièvement et un des policiers parvient à se défendre et riposte avec son arme de service. Cet homme a été condamné à 28 années de réclusion criminelle. 28 années pour finalement avoir blessé légèrement un policier. On pourrait dire, bon, finalement, il lui a occasionné des blessures qui étaient des blessures mineures. Pourquoi le condamner à 28 années de réclusion criminelle? Parce que la justice en matière terroriste est sévère. On a une justice qui n'est absolument pas laxiste, qui ne fait pas preuve de mansuétude envers les criminels. En matière de terrorisme, tout à fait. Mais je parle de la première étape, qui est celle de la délinquance. Est-ce qu'à ce niveau-là, la justice est assez sévère, justement, pour pouvoir empêcher ces hommes et ces femmes de passer à l'étape supérieure? Passer à l'étape supérieure, ça veut surtout dire que quand on rentre en détention, il faut faire attention à la radicalisation en détention. Parce que vous avez deux catégories de détenus. Vous avez ceux qui rentrent en détention parce qu'ils ont été condamnés pour des infractions terroristes. Ils sont à peu près 500 dans les prisons françaises à l'heure où on se parle. Et puis après, il y a une deuxième catégorie. Il y a des gens qui sont des détenus dits de droit commun. Donc ils vont rentrer en détention pour avoir commis des infractions de droit commun, par exemple des vols, par exemple des agressions, des violences volontaires. Et qui, une fois arrivés en détention, vont se radicaliser. Et ceux-là, ils sont à peu près 700. Et c'est là-dessus qu'il faut faire un effort très particulier. Alors on a un service national du renseignement pénitentiaire qui est chargé du suivi. Mais il y a un sujet qui est le sujet de la prévention de la radicalisation en détention, parce que sinon, si on ne le fait pas correctement, ce travail de prévention, quand vous sortez de détention, vous sortez en étant radicalisé et donc vous représentez une menace. On a l'impression que la lutte contre la radicalisation en prison est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal à avoir des résultats. Elle est très dure parce que ceux qui se radicalisent en détention sont ceux qui sont généralement condamnés pour des courtes peines. Ils sont donc en maison d'arrêt. C'est là où on a le taux de surpopulation carcérale le plus élevé. C'est là où on a la plus grande faiblesse du personnel de l'administration pénitentiaire en termes de moyens, notamment pour suivre les personnes, pour leur proposer des alternatives, pour leur proposer des activités. Alors dès l'instant où on dit ça, c'est pas très populaire, quand on dit qu'il faut prendre soin des détenus, qu'il faut leur consacrer du temps et des moyens, mais on ne connaît pas malheureusement de meilleures méthodes pour préparer la sortie. Parce que si on ne prépare pas la sortie, on prend un risque qui est que des gens qui sortent restent dangereux, n'aient pas abandonné leur projet terroriste ou mortifère et finissent par repasser à l'acte. Est-ce que les attentats de Mohamed Merah, donc c'est 2012, c'est une nouvelle étape dans le terrorisme en France? En tout cas, ça ouvre un nouveau cycle. Je le disais tout à l'heure, entre 1996, l'attentat de Port-Royal, qui est un attentat qui d'ailleurs n'a jamais été attribué ou revendiqué, les investigations se poursuivent, et 2012, personne ne meurt en France dans le cadre d'un attentat terroriste djihadiste. D'autres pays en Europe vont être touchés pendant cette période. Je pense à l'Espagne en 2004 avec les attentats du 11 mars, de la guerre d'Atocha, qui sont les attentats djihadistes les plus meurtriers d'Europe, encore à ce jour, ou les Britanniques qui sont frappés en 2005 par des attentats à la bombe, notamment dans des bus. Nous, Français, on est relativement à l'abri. On est relativement à l'abri aussi parce que les services de renseignement font bien leur travail. Il y a des attentats déjoués pendant cette période. On l'a peu dit, ça a été peu médiatisé, mais effectivement, Mohamed Merah, c'est la prise de conscience, et encore pas par tous, que le djihadisme peut toucher la France. À cette époque, on a parfois présenté Mohamed Merah comme un loup solitaire, au départ, il a agi tout seul, il s'est radicalisé tout seul, il n'a pas de contact, et donc c'est une parenthèse qu'il faudrait refermer. Certains ont pensé ça. Et en fait, pas du tout. Mais non, pas du tout, parce que pendant cette période entre 2012 et 2015, ce sont les attentats de Charlie le 7 janvier 2015, vous avez des personnes qui quittent le territoire national et qui partent en zone syro-irakienne. Ces personnes sont nombreuses. La France, avec la Belgique, sont les deux principaux contingents de personnes qui sont parties en zone syro-irakienne. C'est très important, le nombre de départs. Et ces personnes sont parties avec, pour certaines, une intention ferme de revenir, et de revenir frapper la France. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on retrouve parmi les auteurs des attentats du 13 novembre, et notamment au Bataclan, des personnes qui sont citoyens français, et qui frappent la France, et qui frappent la France durement. Est-ce que, en termes de lutte contre le terrorisme, un État peut être proactif, ou finalement c'est après des actes et des drames que les solutions se mettent en place? Du fait peut-être aussi du côté indiscernable des modes opératoires des terroristes? Parce que ce que l'on peut faire, c'est évidemment commencer par réarmer les services de renseignement, parce que ce sont eux qui sont en charge de prévenir le risque terroriste. C'est ce qui est fait. Dès 2013-2014,
Et donc, avant les attentats de 2015, vous avez, sous le quinquennat de François Hollande, des personnes qui se sont emparées de ce sujet. Je pense à Jean-Jacques Urvoas, qui remet un rapport parlementaire en 2013, qu'il signe avec Patrice Vercher, d'un très gros rapport sur la modernisation des services de renseignement. Et dès 2014, on crée un service central du renseignement territorial, on crée une direction générale de la sécurité intérieure. En 2015, il y aura une loi sur le renseignement, la loi de juillet 2015, c'est la première grande loi consacrée au renseignement, et les moyens des services augmentent très significativement. On augmente le nombre de personnel, on augmente les moyens matériels, on va avoir recours, et ça a été décrié, au logiciel américain Palantir, mais si on ne l'avait pas doté, on n'en avait pas doté nos services de renseignement, on les aurait aussi privés de moyens modernes d'action et de prévention du terrorisme. Et puis les résultats sont là. Alors on pourra dire qu'un attentat commis, c'est un attentat de trop, mais le dernier attentat terroriste meurtrier, djihadiste, c'est le 23 avril 2021, c'est Stéphanie Monfermé qui en est victime à Rambouillet. Depuis, si on fait l'exception d'Ivan Colonna, puisqu'il a été tué en milieu carcéral, sur la voie publique, personne n'est mort depuis le 23 avril 2021. Or, ce que nous dit la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est qu'il y a eu 8 attentats déjoués en 2022, c'est-à-dire un tous les 1,5 mois en moyenne. Ce qui veut donc dire que nos services travaillent dans l'ombre. Et ils ont les moyens. Et ils font des choses. Et ils ont des moyens qui sont en augmentation constante depuis 2014. Il n'y a pas eu de rupture entre le quinquennat de François Hollande et les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. On a des moyens qui sont des moyens constants. Mais justement, la constance, c'est important. Il faut garder cet effort dans la durée. Parce que s'il y a rupture, on risque évidemment d'affaiblir le dispositif de lutte contre le terrorisme. La France semble être à l'abri, si on peut dire, aujourd'hui d'un nouvel attentat sur le sol. Vous n'êtes jamais à l'abri. Il n'y a pas de risque zéro. Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, avait une formule. Il disait 0 précaution, 100% de risque, mais 100% de précaution, pas de risque zéro. Il n'y a jamais de risque zéro. Aucun pays au monde, ni les États-Unis, ni Israël, je prends ces 2 exemples parce que ce sont des pays qui consacrent des moyens considérables à la lutte contre le terrorisme, aucun n'est à l'abri. Les Américains ont connu l'attentat de Boston et les Israéliens, hélas, sont régulièrement frappés par le terrorisme malgré les moyens colossaux qu'ils déploient en la matière. Il n'y a pas de risque zéro. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut garder une posture de vigilance, considérer que la menace est élevée, que ce n'est pas parce que les services travaillent bien et que personne ne meurt que pour autant, il n'y aurait pas de risque. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore imaginer que le terrorisme sur notre sol est lié aux actions que la France engage militairement à l'étranger ? Je pense qu'il ne faut pas inverser cause et conséquence. La France est partie en zone syro-irakienne, est partie en zone sahélo-saharienne, parce que, justement, il y avait des attentats qui étaient perpétrés en Europe. Pour aller chercher les commanditaires ? Et pour affaiblir... En fait, on peut prendre cette métaphore médicale, mais c'est comme un cancer. Il y a la tumeur primaire et puis il y a les métastases. Si vous ne traitez pas la tumeur primaire, vous risquez d'avoir des métastases en permanence. Et donc, c'est ça qu'est allé faire la France. Moi, je n'inverserai pas l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'on a parfois entendu le discours les Français vont frapper là-bas, donc ceux de là-bas viennent frapper ici. Non, les Français combattent les foyers du terrorisme international, que ce soit en Afghanistan, qui a quand même été le berceau d'Al-Qaïda, que ce soit en zone saharienne, où il y a eu AQMI, qui est un groupe terroriste qui d'ailleurs n'est pas totalement neutralisé, qui était très, très actif, et que ce soit Daesh, en zone syro-irakienne. Parce que si on ne l'avait pas fait, les attentats qu'on a connus, ils auraient été sans doute démultipliés. Et même si on l'a fait et qu'on a considérablement affaibli, par exemple, l'emprise territoriale de Daesh en zone syriakienne ou irako-syrienne, vous avez malheureusement des attentats qui continuent d'avoir lieu en Europe. Alors notre média est celui du continuum de la sécurité. Justement, est-ce que la sécurité privée a un réel rôle à jouer aux côtés des forces de sécurité publique dans cette lutte contre le terrorisme ? Bien sûr qu'elle a sa place. Alors elle a une place qui lui est particulière, mais elle a sa place. Sa place, c'est d'abord une place de détection, d'éveil, de partage d'informations avec les services de renseignement. Je pense notamment à la radicalisation en entreprise, puisqu'il y a un certain nombre d'informations que peuvent capter les entreprises. Les entreprises sont des capteurs, et donc il faut qu'elles puissent partager cette information avec les services de renseignement. C'est déjà fait, mais c'est fait de façon informelle. Si on veut le formaliser, ça voudrait dire qu'il faudrait travailler sur un statut
du directeur sûreté, du responsable sûreté et des agents de sécurité en entreprise pour leur permettre des échanges qui soient des échanges sécurisés, y compris juridiquement, avec les services de renseignement. Mais il y a ce rôle-là, qui est effectivement un rôle de détection d'éveil. Puis après, il y a un autre rôle, c'est que face à un périple meurtrier, les agents de sécurité privée, ce sont souvent ceux qui sont en première ligne, hein, au Stade de France. Des primo-intervenants. Ils peuvent l'être, dans certains cas, ils peuvent l'être. Alors, après, ça dépend évidemment des moyens dont ils sont dotés, mais la loi du 28 février 2017 a permis l'armement des agents de surveillance humaine pour lutter contre le terrorisme. Il y a en France au moins une centrale nucléaire qui est protégée, à ma connaissance, par des agents de sécurité privée armés. Oui. Donc ils sont de fait en première ligne et ils seront primo-intervenants s'il y a un attentat terroriste ou un périple meurtrier à proximité immédiate de leurs installations ou visant leurs installations. Puis on peut évidemment penser au parc de Disneyland Paris, où on trouve aussi des agents armés qui sont dans une posture de contre-terrorisme, s'il devait y avoir un attentat sur le parc. Ce sont deux cas un petit peu particuliers. Oui. On est sur un site sensible en termes de site nucléaire. Disney, c'est un peu particulier. Après, on l'a vu, vous parliez du Stade de France, des agents de sécurité qui sont postés un petit peu partout en France, qui, eux, sont un peu désarmés. Ils n'étaient pas armés, et pourtant, ils ont eu une posture qui était la bonne, extrêmement courageuse. Il faut leur rendre hommage, parce que s'il n'y a pas eu d'attentat à l'intérieur de l'enceinte du stade, c'est parce que les stadiers, agents de sécurité privés qui étaient postés à l'extérieur, ont eu les bons réflexes, notamment celui qui dit... un des terroristes, mais tu n'as pas de billet, pars. Il pensait qu'il était face à un toxicomane. Ouais. Et il le chasse. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là que ceux qui étaient venus pour frapper le Stade de France, drogués, n'ayant pas de projet autre que rentrer dans le stade et faire exploser leur gilet, ont erré à l'extérieur. Et il y en a un sur les trois qui s'est fait exploser seul, au milieu de nulle part, sans faire d'autres victimes que lui-même, et deux autres qui malheureusement ont blessé grièvement des personnes. Mais le fait qu'il n'ait pas pu rentrer dans le stade, ça on le doit à la posture qui a été la bonne des agents de sécurité privée, ce qui veut donc dire aussi que dans leur formation, ça fait partie des choses à intégrer. Donc, rôle important des directeurs sécurité des entreprises françaises, de leurs agents de sécurité situés au sein de ces entreprises, et puis des agents de sécurité qui sont sur place devant, effectivement, des établissements. Est-ce que vous militez pour... peut-être un grand mot, mais en tout cas, est-ce que vous seriez plutôt pour le fait que ces agents de sécurité aient... si ce n'est des armes de poing, au moins des tasers, d'autres armes qui puissent repousser des assaillants. C'est déjà prévu par les textes, hein, c'est-à-dire qu'on peut armer, avec différents niveaux d'armement, jusqu'aux armes létales, à feu, les agents de surveillance humaine. Après, tout est question de formation et tout est question aussi de budget. Il faut former correctement les personnes et il faut correctement les payer. Et après, c'est une discussion entre le donneur d'ordre et le prestataire. Moi, j'ai pu me rendre à Disneyland Paris. J'ai observé des gens d'un très grand professionnalisme, très sérieux, très convenablement formés, qui s'entraînent régulièrement au tir et qui donc, de ce fait, sont efficaces dans la protection. Mais le corollaire, c'est qu'on a à Disneyland Paris un donneur d'ordre qui paye, alors je n'ai pas de secret sur les budgets, mais j'ai compris que tout le monde s'y retrouvait et que ceux qui étaient prestataires étaient très convenablement payés, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on donnerait des armes à des gens qui ne seraient pas convenablement formés et qui ne seraient pas convenablement rémunérés, parce que ce serait dangereux. Et donc en fait, on serait à contre-courant des objectifs recherchés. La lutte antiterroriste, une mine d'informations, je vous recommande ce duo avec Guillaume et Bernard Cazeneuve. C'est aux éditions PUF. Presse Universitaire de France, collection Savoir. On peut trouver en librairie et aussi sur Internet. Merci infiniment. Merci à vous, Alexandre. Guillaume Fabre d'être venu sur le plateau d'A-News Sécurité. On se retrouve bien évidemment très vite pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.